Salut tout le monde, bienvenue dans A priori. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très dur, l'inceste, un sujet présent dans toute l'actualité. On reçoit l'une de ses victimes indirecte, puisqu'il s'agit d'une maman, une maman dite protectrice, une maman qui, quand sa fille a 3 ans et demi, entend un témoignage qui est tout simplement inaudible. Elle a le courage de nous le partager aujourd'hui dans A priori. Je tiens à préciser que toutes les études, tous les rapports, les documentaires aussi dont on parlera dans cet échange sont disponibles en commentaire de cette vidéo. Voilà, bienvenue dans A priori. Restez bien avec nous parce qu'en fait, c'est important d'oser parler d'inceste, d'oser parler de bourreaux, d'oser parler d'hommes puisqu'ils représentent 95% des incesteurs. Je ne sais pas si ce mot existe d'ailleurs, on vérifiera. Bienvenue dans A priori. Salut Gaëlle. Salut. Merci beaucoup de passer nous voir. Et alors, on est tout sourire et tu es... Déjà, je sens que tu es une nana hyper solaire, pleine d'énergie, etc. Pourtant, la thématique qu'on va aborder, elle est ultra lourde. Et elle est même beaucoup plus lourde qu'on ne le pense. Donc moi, j'ai découvert des trucs de dingue en étudiant à la fois... alors, pas forcément ton histoire, parce que je connais pas encore grand-chose de ton histoire, tu vas nous la partager, mais de l'histoire de beaucoup trop de femmes. Et j'ose dire femmes, parce que 96% des agresseurs sont des hommes. Donc à un moment, on va arrêter cette espèce de débat hypocrite de dire « Attends, on doit dire hommes et femmes ». Non, on peut dire les hommes. Toi, tu as dépensé plus de 30 000 € en frais de justice. Tu as été condamné à 20 000 € d'astreinte et d'indemnité. Tu as même pris une peine de 3 mois de prison avec sursis. Ouais. Tout ça pour avoir éloigné ta fille de son père, de son bourreau. Déjà, comment c'est possible ? Alors ça, c'est la question à laquelle on est confronté sans vraiment s'y attendre, parce que quand ma fille a révélé ce qu'elle subissait de son papa, j'ai quand même pris la peine de la montrer à un médecin en me disant qu'il y avait peut-être une autre explication. Et c'est le médecin qui fait un signalement pour dire qu'il y a des abus sexuels. Elle conclut en 2 mots, abus sexuels. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je suis convaincue qu'on va protéger ma fille. Et en fait, pas du tout. Immédiatement, je vais devenir le parent suspect, en fait. On va se dire que j'ai mis ces mots dans la bouche de ma fille, que je veux me venger du papa et que, grosso modo, je suis vindicative et que je cherche juste de la vengeance ou ce genre de choses. Et donc, on va estimer que ma fille, en tout cas que le papa ne doit pas être coupé de sa fille parce qu'on n'a pas assez d'éléments pour le faire. Et donc, on va me prier de remettre ma fille à son papa. Voilà. Alors, en limitant un peu la garde, on est passé de demi-semaine à juste le dimanche. Oui, mais comme si se C'est faire pas violer grave. le dimanche, c'était Que le dimanche. OK. Enfin, Voilà, c'est un truc de malade. ça ira ma fille que le dimanche de 10 à 18 heures. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai pas accepté et que j'ai pas pu accepter. D'où les astreintes, parce que c'est D'où, ça. voilà. Et donc Ouais. là, la juge m'a condamnée à payer des astreintes, donc chaque semaine. Il faut savoir en plus que ces astreintes, c'est pour monsieur, hein. De l'argent de poche chaque semaine parce que je garde ma fille à la maison. Et puis, il m'a cité pour non-présentation d'enfant. Et là, le tribunal m'a condamné, alors même que le parquet avait requis l'acquittement pour ce qu'on appelle l'état de nécessité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une exclusion à la non-présentation d'enfant. Le juge ne l'a pas retenu, me condamne à 3 mois de prison. Et je dois lui payer de nouveau à lui 5 000 € de dommages. Et C'est lui fou parce qui... que vraiment, quand on découvre ton histoire, alors déjà, ceux et celles qui nous entendent peuvent se dire oui, j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà entendu. C'est vrai que parfois, la justice, effectivement, passe à côté de quelque chose. Moi, ce que j'ai découvert avec toi, parce que quand même, tu es le porte-voix d'une centaine de femmes, tu as créé un collectif qui s'appelle le collectif des parents protecteurs de Belgique, mais tu as beaucoup de ponts avec la France. Nous, notre audience est majoritairement française. Et donc, voilà, on va un peu naviguer entre les deux pays, mais grosso modo, on est un peu dans le même bordel. Et donc, tu portes cette voix-là aussi. Donc ça, c'est important. Tu as lancé un documentaire, une série documentaire. J'invite toute personne qui nous écoute à aller le voir parce que ce sont plein d'épisodes. Pour l'instant, tu es à 7-8 épisodes, quelque chose comme ça. Tu vas rencontrer des experts. Et ce qui est incroyable, c'est que tu arrives à sortir de ta posture de victime pour être finalement la professionnelle que tu es, à savoir une journaliste. Et là, mais moi, j'ai des frissons parce que je crois qu'à tout moment, personnellement, je serais intervenue pour plus soyer ce que dit l'autre personne en disant que moi aussi j'ai vécu ça, etc. Toi, tu arrives à vraiment rester dans tes bottes de journaliste. Donc, c'est très intéressant de voir le travail que tu as fait pour la cause. J'aimerais quand même qu'on démarre par ton expérience personnelle et puis on va voir, il y a toute une série d'écueils. Ne serait-ce que dans ce que tu viens de dire, on pointe un dysfonctionnement assez impensable. D'abord, t'en es où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ma fille est protégée et si c'est soulageant,
ça reste frustrant parce que ma fille est protégée, parce que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de tomber sur un juge, une magistrate ultra sensibilisée à la question, qui fait un boulot extraordinaire. Et vraiment, quand je vois qu'on dit que les juges manquent de moyens, manquent de temps, je veux vraiment saluer le travail de cette juge. Il faut savoir que on la retrouve dans plusieurs autres dossiers et à chaque fois, l'enfant, du coup, est protégé. Cette dame, pour donner un exemple, elle est remontée dans mon histoire jusqu'en 2020. Pas parce que moi, je lui ai donné des papiers ou des trucs en lui disant, mais regardez, non, d'initiative. Elle est allée demander à la police toutes les interventions, toutes les auditions, tout ce qui existait. Et elle a permis de dérouler le profil et l'histoire. J'ai appris des choses dans ce jugement. Je ne savais pas que monsieur avait eu une note d'information pour non-respect de ses conditions probatoires, puisqu'il avait déjà été reconnu coupable de violence à l'époque. Je l'ai appris en lisant le jugement. Cette dame fait un vrai boulot. Cette dame, elle a pu comparer la problématique de la présomption d'innocence vs protéger un enfant et lequel on met en premier, et elle le développe grâce, entre autres, aux textes qu'on a, et ils sont très nombreux. On a beaucoup de conventions internationales de protection des droits de l'enfant. La Belgique, apparemment, l'ignore. Elle, pas. Et elle s'appuie vraiment là-dessus. Et donc, elle a pu protéger ma fille, dans mon cas, rapidement. Et donc, parce que, il faut tomber sur le profil d'une juge sensible à la cause. mais c'est pas Et outillée. OK. Enfin, pour Non, moi, c'est pardon, on n'attend pas de notre État que la protection de l'enfant soit résumée à la sensibilité de l'intervenant en face. Et pourtant, il y a plein de maillons où c'est déjà dysfonctionnel. Quand je suis arrivée à la police et que j'ai dit ma fille m'a révélé ça, la première phrase que j'ai reçue de l'inspecteur, c'est je ne crois pas que monsieur ait pu faire quelque chose comme ça. Et ça m'inquiète parce qu'elle me dit Je ne crois pas que monsieur ait pu faire quelque chose Voilà. comme ça. Et elle me dit qu'elle est formée aux violences intrafamiliales. Elle a déjà fait les autres dossiers. Mais sur Et quoi elle se pourtant, base, je comprends pas. sa perception personnelle. De l'homme. Et du coup, comment elle va mener une enquête? Une dame qui a déjà un a priori comme celui-là, l'enquête, elle n'est pas menée dans la bonne direction. On va viser la mère. Et quelle est la motivation de la mère de faire ce genre de révélation? Non, tu l'as dit, hein. Qu'est-ce que j'ai à gagner à faire un truc pareil? Enfin, je suis ruinée financièrement. J'ai plus la capacité de travailler sur mon travail de journaliste économique que j'avais avant. Aujourd'hui, ma vie entière, elle est absorbée par cette affaire. Cette cause aussi. Et même au départ, c'était pas... Être journaliste, ça a été ma force, en fait, dans cette histoire, parce que j'ai très vite pu, finalement, trouver, enfin, essayer de comprendre, de chercher, Mais quand on est dedans au tout début, quand on est face aux propos ignobles de notre enfant, la réponse de la justice, on est vraiment... Et en plus de ça, on nous envoie un courrier, il faut être au tribunal tel jour. Il faut être à tel endroit tel jour. On ne nous demande pas si on est dispo ou si notre calendrier, il est blindé. Suspendu, en Voilà. fait, aux lèvres de la justice. C'est ça. Il faut aller chez l'expertise, il faut aller chez machin, Et au final, je montrais à ma famille mon calendrier, je mets des codes couleurs quand ça concerne un tel. Et mon calendrier n'était que en jaune qui concerne cette affaire. Voilà, je n'avais que ça. On ne sait plus travailler. Gaëlle, on va revenir sur tous les points que soulèvent ces drames, en fait. Et puis aujourd'hui, l'actualité, et ça, c'est des questions que tu poses beaucoup dans ta série documentaire. Comment est-ce qu'avec une actualité aussi dense en inceste, désolée de le dire comme ça, mais c'est vraiment telle qu'elle est, on continue de nier autant ce qui touche 20% des filles, des petites filles. Ouais. Et peut-être justement ces chiffres, donc 1 enfant sur 10 serait victime d'inceste, c'est 3 enfants par classe. 20 à 24% des petites filles subiront un jour dans leur vie des violences sexuelles. 5 à 11% des petits garçons. 85% des viols ont lieu dans le cercle familial. Alors, une question que tu pointes, c'est justement celle de dire, bon, on parle beaucoup des victimes, mais en fait, s'il y a des victimes, c'est qu'il y a tout autant de bourreaux, donc ça veut dire qu'on est entouré presque de bourreaux. Donc voilà, toutes des questions que j'aurais vraiment envie de te poser, parce que je crois que tu as beaucoup de réponses à y apporter, vu que tu les as toi-même posées à plein d'experts et expertes. Mais d'abord, ça a commencé comment pour toi? Parce que tu nous parles de 2020, donc ça veut dire qu'il y a eu quand même, comme on le dit souvent, des faisceaux d'indices. Comment tu débuterais cette histoire, toi? Moi, l'histoire avec le papa de ma fille va se terminer en avril 2023 et va être pour moi une vraie libération, puisque filtre d'amour enlevé, je réalise l'emprise dans laquelle j'ai vécu pendant 4 ans de relation, mais je passe après, moi, des années incroyables.
J'avais l'impression d'être très libérée et je suis beaucoup partie en voyage avec mes enfants. Et l'été dernier, on est rentré justement d'un beau voyage. On était parti de New York, on allait jusqu'aux Bahamas. Vraiment, j'aimais bien faire des beaux voyages avec mes enfants. Tes Et enfants, parce que tu en as plusieurs? j'ai 2 enfants. Alors, je dis toujours un petit garçon, mais il a 15 ans, il est plus grand que moi. Mais voilà. Et Donc de il est 2 papas différents. de 2 papas différents, Ok. ouais. Et bon, il est important aussi dans cette histoire parce il l'apprend de plein fouet. Et à 15 ans, c'est aussi, enfin, c'est très très compliqué. On aura peut-être l'occasion Ouais. d'en parler, mais je dois aussi faire face et pouvoir gérer un petit garçon rempli de colère. Et c'est pas tous les jours facile. Mais voilà, et là, ma petite fille, du coup, va aller chez son papa quelques jours après nos vacances. Et quand elle revient, elle me dit qu'elle Donc a mal là, on n'a pas encore dit son âge. À ce moment-là, elle a presque Elle a 4 presque ans. 4 ans, ouais, c'est Elle a ça. 3 ans et Elle a 9 mois. 3 ans et quelque une chose comme grosse ça. chiclette. Et là, elle me dit qu'elle a mal à la kikine. Et dans les faits, c'est vrai que ma petite fille, elle avait beaucoup mal à la kikine, en fait. C'était devenu un truc habituel qu'elle ait mal à la kikine, auquel finalement, moi, je m'inquiétais plus tellement. Du coup, c'était le 24 août, elle est en robe, donc je lui dis, mais si tu veux, je vais regarder. Et on est dans le salon, donc je regarde et ouh là là, et je lui demande, qu'est-ce que t'as fait? Et Et quoi, c'était très... Désolée, mais parce que c'était, pour les ouais, mères aussi qui nous écoutent, c'était c'est quoi, absolument pas c'est normal. rouge, C'était c'est pas une petite gonflé. rougeur d'un pipi mal essuyé. On avait vraiment, c'était rouge partout. C'était rouge aux cuisses, c'était rouge, c'était vraiment rouge, c'était gonflé. C'était pas normal du tout, quoi. Et donc, mais c'était pas la première fois. Moi, je l'ai déjà récupérée. Elle avait des blessures. Elle était blessée, mais son papa me donnait des explications auxquelles bêtement je me disais ok. Il allait voir un médecin avec, et donc du coup, c'était comme si, voilà, il avait créé. Enfin, pour moi, c'était devenu bon, ok. Ça lui arrive d'avoir la kikine rouge, quoi. Mais là, c'était vraiment rouge, donc je lui demande ce qu'elle a fait, et elle va me dire, c'est papa, il met ses doigts dans ma kikine. Et moi, à ce moment-là, en fait, j'ai une incapacité à recevoir ça. J'ai appris, entre autres, en recevant dans ma série Joanna Smith, que ça s'appelle un mécanisme de déni, qu'il est, voilà, c'est normal, toute la société va réagir comme ça. Et donc, je vais tout de suite chercher une solution, une explication alternative. Acceptable, surtout pour Acceptable, toi, en fait. plus acceptable. Oui. Et je vais lui demander si c'est pas elle qui met ses doigts dans sa kikine, en lui disant que c'est tout à fait normal et que c'est gay, mais que si ses doigts sont pas propres, ça peut faire des dégâts. Donc toi, en fait, très rapidement, tu vas un peu écarter l'idée que son père puisse être le bourreau dans cette histoire et l'auteur. Parce que dans ta tête, et là, c'est aussi important, cet homme est incapable de faire ça. Toi, tu as connu un homme gentil. Enfin, tu vois, comment est-ce que... Non, pas du tout, non. Alors, incapable de faire ça, oui, jamais de la vie, je peux imaginer une chose pareille. Un homme gentil, doux, tout ça, j'ai bien compris qu'on n'était pas dans ce registre-là, mais de là, non. Là, pour moi, enfin, je veux dire, c'est une toute petite fille. Comment est-ce qu'on peut faire du mal? Et vu comme sa fille, à lui. Je peux même pas croire qu'elle rigolait à ce moment-là. Enfin, je me dis, ça devait... Bref. Et là, du coup, comme je trouve moi-même une solution, une explication alternative, je la remets chez son papa le mercredi. Avec toute confiance. Il n'y a pas un truc en toi qui te dit attends, c'est quand même dangereux. Non, à ce moment-là, non. À ce moment-là, je me dis c'est autre chose, c'est pas... Et je vais enfin, ça va passer à un niveau au-dessus parce que lui va m'envoyer un message en disant j'ai eu une conversation bizarre avec la petite. Elle me dit au fait, j'ai dit à maman que tu mettais tes doigts dans ma kiki. Et là, par contre, je me suis dit on part sur autre chose. Que ma fille m'invente une histoire, voilà, elle casse un verre, c'est le chat. Mais le lendemain, quand je vais lui demander, c'est elle qui a cassé le verre. Elle n'insiste, enfin, le mensonge ne dure pas dans le temps. Or là, qu'elle l'ait dit à son papa, je l'ai dit à maman, c'est que c'était plus un... Mais donc, là, c'est le père qui te dit ça. Ouais. C'est fou. Mais pour se dédouaner, il va m'envoyer une énorme cartage par message pour essayer de trouver mille et un trucs et garantir qu'il n'a jamais rien fait et puis tout ça. Donc voilà. Et là-dessus, je vais quand même contacter ma gynécologue en lui disant écoute, j'ai quand même des questions. Est-ce que tu pourrais me renseigner? Mais sans trop, vraiment, sans trop... Et à ce moment-là, vous êtes en garde alternée une semaine? Demi-semaine. On fait des demi-semaines. Mais donc chacun le même temps? Chacun à peu près le même temps, du dimanche au mercredi. Voilà. Et puis elle va revenir le vendredi, où j'ai des invités à la maison, elle se plaint pas nécessairement. C'est le samedi. Le samedi, elle va repartir avec « Maman, j'ai encore mal.
Je te l'ai dit, papa met ses doigts dans ma kikine. Mais ça, elle dit ça devant mes invités, devant mon fils. Il n'y a pas de... je le dis souvent, en fait, ma fille n'est pas en train de dénoncer son papa. Elle est en train d'expliquer quelque chose qui ne lui convient pas et elle veut trouver une solution. C'est pas, elle pense pas faire mal encore à ce moment-là. Elle a mal, il faut mettre... il faut qu'on arrête ça. Quoi. Et là, je suis toujours un peu... Enfin, moi, je me souviens regarder mes invités en disant qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais du coup, on fait comme si de rien n'était. Et les invités aussi disent... on se regarde un peu tous en mode qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. Et le soir, elle va se fâcher en disant maman, je te l'ai dit que j'ai mal. Et donc, je lui dis ça tombe bien, on va aller faire dodo, donc viens, on va regarder. Et là, son frère en plus monte avec moi pour la mettre au lit et je regarde et effectivement, c'est de nouveau. Alors que moi, le mercredi, elle était repartie complètement nickel. Je retrouve de nouveau vraiment des rougeurs sur les cuisses. Et là, je me dis, est-ce qu'elle a été faire du cheval? Est-ce que c'est pas possible que... Et je lui demande, tiens, tu me dis que papa met ses doigts, mais est-ce que il fait pas comme maman? Regarde, je te mets de la crème, montre-moi comment papa il fait. Et là, elle va me montrer un truc qui... Voilà, elle se met en position de grenouille et elle fait ça. Et je me dis, ok, c'est peut-être maladroit, mais je dis, mais quand papa il fait ça, il t'explique quoi? Tu vois, moi je te dis, je te mets de la crème, qu'est-ce que papa t'explique? Et elle me répond, du tac au tac, il me dit que c'est un secret. Et c'est là que pour moi ça s'est terminé. C'est là qu'à ce moment-là, j'ai su que c'était plus possible, que voilà, je pouvais plus chercher une autre. À 3 ans et demi, comme le disait mon fils, la petite, elle parle pas de c'est un secret, elle a pas de conscience, donc me répondre du tac au tac que quand papa fait ça, c'est un secret, ça n'a plus de... Mais ce qui est fou, c'est de même devoir aller jusque-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la parole d'un enfant est tellement, tellement, tellement sous-valorisée, sous-évaluée, sous-estimée. Et pour reprendre Johanna Smith, c'est ça que tu as interviewé et qui était intéressant aussi dans ce qu'elle disait, c'est on essaye d'apprendre à nos enfants de parler, on ne les écoute jamais. On demande ça a été à l'école, ah non, c'était pas chouette, et en fait on n'écoute même pas, ah oui d'accord, bon voilà. Enfin c'est fou quoi, donc même là de devoir dire, ah non là elle me dit que c'est un secret, donc il y a quand même un truc qui va pas, alors que... Et je pointe pas du tout le doigt vers la mère, pas du tout. Je pointe là le doigt vraiment vers la société qui empêche les enfants de parler, quoi. Enfin, c'est fou. Et qui les croient pas. Et ça, c'est le parcours qu'on a après, c'est que on minimise la parole de l'enfant. Et à ce moment-là, donc tu dis, ok, là, je dois la croire. Ouais. Que fait la femme dans son instinct, la mère dans son instinct? Alors, je contacte la gynécologue, entre autres, en lui disant, parce que je la connais bien, c'est elle qui l'a mise au monde, mais je lui dis, écoute, j'ai vraiment envie de quelqu'un de confiance. J'ai pas envie d'aller aux urgences de l'hôpital, là, maintenant. Et elle va me renvoyer, comme ma gynécologue n'exerce plus, elle me renvoie vers une de ses collègues en disant, écoute, si jamais il y avait un truc, ça évitera à la petite de passer plusieurs examens, ce qui est quand même assez traumatique. Donc, va directement chez cette dame-là, j'ai confiance en elle. Donc, j'ai contacté cette dame-là. Je veux le dire quand même aussi, parce que je l'ai appris après, et pour les Belges, en tout cas, qui nous regardent, il existe des centres de prise en charge des violences sexuelles. Il y en a un peu partout en Wallonie. Ces centres sont vraiment faits pour. C'est H24. Dans une situation pareille aujourd'hui, si j'avais connu... J'aurais pris ma fille... C'est les fameux centres multidisciplinaires. Voilà, où il y a un médecin, où il y a moyen de faire la plainte. Oui, c'est ça. Tout est là, avec des gens qui sont spécifiquement formés. Oui. Ça se fait dans un cadre vraiment sécurisant. Si j'avais connu ces centres, j'aurais pris ma fille le samedi soir et on y serait allé. En ne connaissant pas ces centres, j'ai attendu finalement d'avoir un rendez-vous très rapide, mais d'avoir un rendez-vous. Et même si cette gynécologue a constaté des lésions, probablement pas l'ampleur des lésions si j'y avais été le samedi. Et c'est primordial dans la suite de la procédure de pouvoir objectiver un maximum les lésions. Donc voilà, ces centres de prise en charge, il faut qu'ils gagnent vraiment à être connus. On n'en parle pas assez non plus. C'est des sujets qu'on n'aborde pas dans notre société. Donc, et c'est très récent en plus. Et c'est très très récent. C'est très récent. Mais donc là t'attends le rendez-vous. J'attends le rendez-vous. Je me souviens que le lundi, je suis vraiment fébrile. J'ai toujours un bout de mon cerveau qui me dit non, mais c'est autre chose. C'est de la maladresse. C'est surtout que les doigts dans la kikine. Ça peut être n'importe quoi en fait. Ça peut être mal compris. Ça peut être. Et là, la gynécologue va
Attester, en fait. doucher mes espoirs et va directement. Donc l'examen va très très bien se passer. Moi, pendant l'examen, en fait, je me dis, ok, tout va bien, il y a aucun problème. Et puis en fait, elle va faire sortir ma fille. Et là, elle va me dire, écoutez, c'est sa première phrase. Elle va me dire, écoutez, il faut que ça s'arrête. Et là, moi, je me souviens d'être quoi. Et elle me dit, écoutez, je dois faire un signalement. Vous allez déposer une plainte. Cet enfant subit des abus sexuels. Voilà. Là, j'ai fondu en larmes. Ça a été vraiment difficile, évidemment, ouais, je pense qu'en fait, j'ai tellement espéré que ce soit pas ça, que c'est une douche, vraiment. Donc, et donc, bah là, je vais aller déposer plainte. Le jour même, je vais à la police déposer une plainte avec mon rapport médical. Et puis, bah, s'enchaîne, en fait, sans le savoir, je mets les pieds dans un système qui va me broyer. Et c'est instantané, hein, voilà, on va quasiment jamais chercher à comprendre ce que ma fille a vécu. Ça va d'office être tourné vers moi. Oui. Et à quel moment, est-ce que tu te souviens de ce moment où le projecteur a dévié? C'était plus sur le bourreau, c'était plus sur la victime, c'était sur la mère Bah, mon souvenir protectrice. le plus marquant, c'est quand j'arrive au tribunal de la famille pour réadapter la garde pour protéger ma fille. Le parquet peut soit être présent, soit remettre un avis. Or là, il remettait un avis écrit. Et l'avis écrit du parquet, or déjà, c'est que j'ai pris l'initiative, au mépris de la loi, de couper les contacts avec le père. Alors que je rappelle quand même que la police a elle-même appelé le papa pour dire que pour le moment, et même l'école, donc je vois pas pourquoi on revient, enfin on amène une fausseté pareille, que j'avais déjà porté de multiples plaintes à l'encontre de monsieur, et qu'en soi c'était une de plus. Enfin, vous voyez, donc la vie du parquet est déjà totalement, voilà. Et dans son jugement, la juge va estimer qu'il y a une possible instrumentalisation de la Non, mère. mais ça, écoute, Voilà. moi, c'est vraiment ça que j'ai découvert avec à la fois ton histoire, surtout ton travail journalistique, c'est ce systématisme. C'est pas marginal, en fait, Non. de ne pas être écouté quand on porte plainte, quand on essaie de protéger son enfant. C'est que très vite, on devient la femme, et désolé, mais là, il y a quand même un biais de genre. C'est la mère protectrice un peu hystérique, qui évidemment est jalouse, qui évidemment veut récupérer son homme, parce que toutes les femmes rêvent d'une seule chose, c'est de récupérer leur ex, qui évidemment est prête à inventer des mensonges, qui évidemment profite de son lien très fort avec son enfant pour lui mettre en tête toute une série de choses. Ça, par exemple, à quel moment, toi, tu t'es dit, mais je rêve ou la justice n'est pas de mon côté? Alors moi, d'abord, quand je vois ça, ma première réaction, ça va être de me dire, à mon avis, il connaît des gens haut placés. C'est pas possible d'avoir une telle Ton conclusion. ex, le Ouais. père. Et d'où, ben voilà, mon métier de journaliste, mon cerveau journalistique, en fait, m'a tout de suite poussé à rechercher, à comprendre, à me dire où est-ce que ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu déterrer toute une série d'études où, au final, si je prends la pire de la fourchette, et encore, cette pire de la fourchette inclut les classements sans suite. Donc, ça ne veut pas dire que. C'est les 2%. On parle. Dans le pire de la fourchette à 10%. Si on prend une étude qui a été spécifiquement menée sur les dénonciations d'abus sexuels sur enfants dans le cadre de séparation des parents, ce qui n'est même pas mon cas, on était déjà séparés, on n'atteint pas, donc c'est 7 cas sur 1000. On n'atteint pas 1%. Alors comment 1% de fausses allégations. fausses allégations. Et encore, la fausse allégation volontaire, elle est quasiment inexistante. Donc, comment est-ce qu'on peut donner à ce point une place à ces fausses allégations? Parce qu'en gros, c'est ce que la juge va se dire. On a deux solutions. Soit la mère ment et on va couper le papa du lien, ce qui est vraiment traumatique, soit la mère ne ment pas et on va remettre cet enfant avec son père agresseur. Devine lequel des deux a gagné. La première, c'est horrible. Voilà. Mais c'est ça, alors en fait. qu'en pourcentage, c'est pas du tout Non. sur la même échelle. Hein, mais c'est ça qui semble tellement injuste et que tu fais très bien dans ce travail journalistique, c'est d'essayer de nous faire comprendre, enfin de toi-même essayer de comprendre quel est l'intérêt de la société de ne pas protéger ses enfants. Et donc, il y a toute une série de réponses, on va y venir tout à l'heure. Mais parce que quand on entend, et c'est ça qui est horrible, c'est quand on entend des femmes comme toi qui nous disent « Oui, mais quelque part, la justice est contre nous. » Nous, public, qu'est-ce qu'on dit? On dit « Mais
C'est pas Oui. possible. Enfin, la justice, elle fait son travail. La justice, évidemment, que si elle avait les preuves, évidemment que... Bon, voilà, parfois, c'est vrai que ça s'est déjà vu, une femme qui a voulu inventer quelque chose contre son mari. Est-ce que ça, c'est pas déjà vu? Tu vois, et alors on vient avec un espèce de procès. Ouais. Donc là, il y a clairement le scénario de la double peine. Et c'est très douloureux. C'est- Parce que quand on prend la parole des enfants, déjà, je pense qu'il faut, je sais pas, psychologiquement, il faut déjà être bien assis pour arriver à... Voilà, en tant que maman, quand un enfant parle, on visualise ce qu'elle raconte. Et elle a commencé par me parler des doigts dans la kikine, mais après, on est passé dans d'autres choses. Et un jour, on parlait, j'ai essayé d'enregistrer parfois quand elle faisait on parlait de ça, et à un moment donné, juste pour voir jusqu'où, je lui dis, bah ok, mais il est comment le zizi de papa? Pour voir, pour essayer de... Et là, elle est sur le lit avec moi et elle me montre avec sa main, et elle me dit, il est en ligne. Et dans cet enregistrement, on l'entend déjà, je vais répéter 3 fois, en ligne, tellement ça me... Je sais pas quoi dire. Voilà, et elle enchaîne, en m'expliquant que papa, il fait aussi pipi sur elle. Là, moi, j'ai été achevée. Je suis descendue. Heureusement, j'ai un entourage. J'ai pu appeler un de mes frères et pleurer pendant des heures au téléphone parce que je l'ai vu faire pipi sur... Alors, faire pipi, on s'entend bien, hein. Pas pipi qu'il a fait. Je l'ai vu faire. Et du coup, ça m'a... Voilà, moi, je vois cette toute petite fille. Comment on peut faire ça? Ça me dépasse. Et je crois que ça dépasse la société entière au point où on préfère tout mettre ailleurs que sur la réalité d'une situation. On n'écoute pas le vécu des enfants. Et ça, c'est le constat qu'on fait avec le collectif aujourd'hui. Il n'y a pas un enfant dont la parole a du poids. Je voyais à nouveau dans ton... je prends toutes mes infos de ta série docu. Ce chiffre qui m'a glacé le sang, qui est un chiffre qu'on entend rarement, sur 100 enfants qui disent avoir subi des violences sexuelles, 8 entendront « je te crois et je te protège ». On est dans une perception, enfin se dire que 100 enfants, je vois 100 enfants devant moi, dire maman, maman, papa, papa, professeur, un tel, oncle, tante, j'ai mal, il faut que quelqu'un m'aide. Et ça veut dire que 92 d'entre eux vont entendre non, non, t'inquiète. Ouais. Et il faut imaginer que Ça me bouleverse. il y a 100 enfants qui vont parler. Mais on estime que 10% des enfants parlent. Ouais. Donc, il faut imaginer que le groupe, il peut devenir énorme. Qu'est-ce qui, selon toi, a permis à ton enfant de te parler très vite? Enfin, je dis très vite parce que les sévices ont quand même commencé à ce moment-là, ou tu as compris que ça remontait à bien avant? J'ai compris que ça remontait à bien avant. Je dirais que quand je suis remontée dans mon téléphone et que j'ai, par exemple, cette histoire de... Elle est revenue de chez son papa avec des blessures, c'était en 2023. Donc 2 ans avant. Enfin, donc voilà. Alors, j'aurais jamais la preuve que c'était ça, mais elle m'expliquer. Et il m'a raconté à l'époque que c'est parce que ma petite fille se promenait toute seule, toute nue dans mon jardin. Et moi, à ce moment-là, c'est pour vous dire à quel point... Je me suis dit, bah ouais, c'est peut-être con de la... Mais maintenant que je réfléchis, si ma petite fille s'était blessée dans mon jardin, je l'aurais su. Elle aurait pleuré, elle me l'aurait dit. Je l'aurais vue en la changeant à l'époque. Elle n'était pas blessée quand je l'ai remise à son papa. Et pourtant, à ce moment-là, mon cerveau a tout à fait validé cette explication absurde. Il y a 2 choses très intéressantes, et la deuxième, justement, concerne ce dernier, j'y reviendrai. Mais d'abord, la première chose qui me semble très intéressante, c'est aussi justement cette question, comment nous, en tant que parents, ou nous, en tant que proches, nous, en tant qu'oncles et tantes, nous, en tant qu'amis, comment faire pour que l'enfant, un jour, si ça lui arrive, puisse parler? Aujourd'hui, c'est quoi ta réponse à cette question? Alors, ma réponse, alors je ne l'ai pas, peut-être, en tout cas certainement pas de manière... je crois qu'un enfant va avoir la capacité de parler quand il a une vraie confiance en son parent. Mais attention, qu'un enfant pourrait aussi être confronté à... Surtout quand on a pu lui mettre dans la tête qu'il risquait des problèmes s'il parlait. Mais parfois, un enfant peut se dire, je vais pas raconter ça à maman parce que je vais faire du mal. On lui a dit ça à un moment dans l'histoire. Donc, il se dit, je peux pas. Mais c'est aussi important de se dire qu'il a... Et c'est un travail, moi, que je fais avec ma fille et que j'essaie de faire avec beaucoup d'enfants. C'est un livre qui s'appelle Le Loup,
de Maya. Et entre autres, elle explique qu'on peut, avec les enfants, voir, tiens, si tu avais un problème à un moment quelque part, quels sont pour toi les adultes avec lesquels tu pourrais en parler? Et c'est important, je crois, déjà de faire prendre Oui, conscience c'est vrai. aux C'est une enfants très bonne question. des adultes de confiance qu'il y a dans leur entourage et qui seraient prêts à les écouter. Pour finalement ce problème-là, mais pour d'autres Ouais. aussi, hein. Il peut y avoir Mhm. d'autres difficultés. Et moi, je trouve que c'est déjà très jeune. On peut leur dire, tiens, si tu avais un problème, à qui tu sais que tu peux en parler? Et cite-les, fais-en bien la liste et aie conscience de ça. Tu sais, même maintenant avec l'affaire Liana, on en parle beaucoup, à la fois entre amis, entre journalistes. Je pense que, en fait, dans tous les milieux, on Ouais. parle un peu de cette histoire-là. Et on entend souvent des individus dire mais j'ai pas envie d'en parler à mes enfants, j'ai pas envie de crier au loup alors que peut-être il n'y a pas de loup, et de commencer à les traumatiser d'une menace, voilà, alors qu'on sait que elle peut ne pas exister. Je Et tu vois, voyais, où est-ce qu'on met le curseur, en je fait? voyais, moi, à la commission d'enquête qu'ils ont menée en France, je ne sais plus, c'était une psychologue, je crois, et elle me disait, mais je comprends pas comment on n'a pas plus peur quand on voit les chiffres. Oui, c'est ça. Mais je comprends pas comment on n'est pas tous beaucoup plus vigilants. Et cette question, moi, je l'ai posée à Johanna Smith parce qu'on parle de l'affaire Liana, on a l'affaire Patrick Bruel, mais avant ça, on a Epstein, et vous voyez à quel point Enfin, c'est on a Marc tentaculaire. Dutroux, On a enfin Marc bon. Dutroux, moi, à un moment donné, je me demande à quel moment c'est pas une perversité qui est devenue banale et à laquelle on préfère finalement vraiment fermer les yeux parce qu'elle touche tellement aussi de niveau de notre société qu'il faudrait quand même pas trop aller bousculer le truc et créer des problèmes. Mais on s'en rend compte, le nombre de personnes qui sont concernées par des plaintes pour attouchement, violence, peu importe sexuelle, même envers les femmes, c'est énorme les chiffres. Donc, crier au loup, alors... Non, moi je crois que ça devient vraiment hyper essentiel d'aborder cette question En avec fait, de ses rendre enfants. son enfant capable de dire non, peu importe finalement la situation. C'est aussi un truc qu'on entend beaucoup dans ta série docu, et je crois qu'à nouveau c'est Johanna Smith qui le dit, c'est on infantilise beaucoup les enfants, Ouais. et de plus en plus on va vers une pédagogie un peu plus responsabilisante, qui est décriée aussi, bon. Mais elle rappelait que si l'environnement global de l'enfant est un environnement au sein duquel il peut parfois avoir le choix, pas toujours, mais si je ne veux pas manger telle chose, j'ai le droit aussi de dire que je ne veux pas. Ok, alors on va chercher quand même un compromis. Si je ne veux pas aller jouer dans le jardin aujourd'hui, même s'il fait beau, est-ce que je peux dire non? Et c'est difficile parce que on vient d'une éducation où on dit non parce qu'on a envie d'éduquer l'enfant et qu'on a envie qu'il soit prêt au monde de demain, etc. Et donc moi, ça m'a beaucoup parlé quand elle disait, déjà, il faut que dans l'environnement de l'enfant, il ait la conscience que lui, il est capable de dire non et que il sera pas toujours entendu, mais qu'au moins le non fait partie de son vocabulaire et est entendu. Alors qu'on a plus tendance à dire c'est l'enfant roi, voilà, il faut quand même lui donner un cadre, etc. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Et après, sur le déni lui-même, parce que tu parles des différentes couches de la population, un truc qui m'a un peu percuté dans ce qu'elle disait, quand tu lui poses la question de savoir, tiens, pourquoi en fait? Pourquoi il y a ce déni qui est plus qu'un déni, c'est un déni sociétal. Et tu vois, elle parle déjà du fait que s'il y a 20% de petites filles qui sont victimes de violences sexuelles, c'est qu'il y a beaucoup de bourreaux. Et donc, si déjà on dit que les victimes elles-mêmes entrent dans un déni, si les protecteurs entrent dans un déni, si les bourreaux, eux, n'ont aucun intérêt à parler, on se retrouve quand même avec une population globale où une grande partie d'entre elles ne voudra pas parler. Et donc, tu vois, ça, c'est vraiment cette idée de déni sociétal. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, avec toutes les personnes que tu as interviewées, avec ce que tu as vécu, comment tu l'expliquerais? Moi, j'ai différentes phases de... Je pense que, comme je l'ai vécu moi-même, il y a une espèce de réaction, je sais pas moi, archaïque, de se dire... De survie, hein. C'est pas ça. On va trouver une explication alternative. Ce n'est pas ça. Et je pense qu'il y a cette phase, effectivement. Ça me gêne un peu, parce qu'à la limite, moi, j'ai pas été formée à recevoir ce genre de propos. Par contre, ça me gêne un peu quand on passe au niveau de nos institutions, où on a quand même des juges qui traitent que des dossiers familiaux, donc qui doivent être confrontés à ces situations au moins régulièrement. Quand on a des experts psy, quand on a des équipes de SOS enfants qui vont déplacer le truc dans du conflit parental, alors que il devrait à minima avoir été formé correctement à cette question et cette problématique. Les chiffres, tu l'as dit, ils sont, mais voilà, on en perd pied quand on voit ces chiffres-là. On peut plus dire aujourd'hui que c'est des situations marginales.
le nombre d'enfants qu'on connaît sont seulement le nombre d'enfants qui ont parlé en plus. Donc, honnêtement, se dire qu'on doit continuer à ne plus voir les choses, c'est ma deuxième question. Et parfois, vraiment, je me la pose. Qui cherche-t-on à protéger ou à avantager dans la situation? Je suis en train d'essayer de comprendre en ce moment, c'est la suite dans ma série, c'est ces placements d'enfants. Il faut savoir que dans ces dossiers, 30%, donc au niveau des enfants qui sont pris en charge par le SAJ et SPJ chez nous en Belgique, 32% sont placés. Ça fait un tiers. Donc ça veut dire un tiers des enfants qui dénoncent. Alors, pas nécessairement dénoncer une violence sexuelle, mais à partir du moment où ils arrivent en SAJ, SPJ pour une raison quelconque, ils sont placés. Ils sont placés. Enfin, un sur trois est placé. Je rappelle qu'au niveau du droit international, le placement d'enfants est une mesure exceptionnelle, extraordinaire et un dernier recours. À partir du moment où 1 sur 3 est placé, c'est pas exceptionnel. On a déjà un gros problème. Et effectivement, dans nos dossiers, et c'est ce que je trouve vraiment dramatique, c'est des avocats qui vont dire aux parents, non, mais parlez pas trop de ça ou faites pas trop de ça parce que sinon on va passer en protectionnel et on va placer votre enfant. C'est une espèce de fin en soi, comme ça. Attention, mise en garde, votre enfant va finir placé. La menace de placement, elle est existante tout au long de la procédure aussi. Si la maman n'est pas assez collaborante ou pas assez dans la coparentalité, on va placer votre enfant. Et ce placement, oui, il est... voilà. Est-ce que ce placement, finalement, n'est pas bénéfique pour un pan économique de notre société? Parce que je me pose la même question par rapport aux avocats commis d'office. Donc, chez nous, en Belgique, on a cet avocat. Une fois que le SPJ, en tout cas, intervient, il y a un avocat commis d'office. Pourquoi? Et quand je vous le dis, dans tous les dossiers du collectif où il y a cet avocat qui n'a pas rencontré l'enfant, ou alors de manière vraiment salut, je suis ton avocat, voilà, il demande le placement de l'enfant. Systématiquement. Pourquoi? Il doit y avoir un lièvre à tirer, là, je crois. Vraiment. Donc, ça veut dire que un enfant, là, pour le coup, qui dénonce, ou en tout cas qui témoigne avoir vécu des violences sexuelles, un inceste, en fait, il risque de perdre ses deux parents. Ouais. Il risque, oui. Alors, des enfants placés, on en a un certain nombre. Et j'ai vraiment une histoire, un dossier qui est monstrueux, où la petite fille a 4 ans quand elle révèle. La maman va à l'hôpital. Le médecin fait un rapport clair. Les lésions sont anales, vaginales, partout. On constate en plus la violence du papa. Enfin, tout y est dans ce rapport. On décide de faire une mesure d'urgence de protection et on hospitalise la petite avec sa maman. 1 mois, protection. Pendant 1 mois, vont arriver les procédures, l'aliénation parentale. On va sortir la maman qui devient un danger, puisqu'elle instrumentalise sa fille. C'est possible. Ça fait 4 ans qu'elle est placée, cette petite. Elle a 8 ans aujourd'hui. Et les jugements donc, du tribunal de la famille, même en cours d'appel, écrivent noir sur blanc qu'il n'y a aucun doute que cet enfant a subi des abus sexuels de la part de son papa. Mais alors là, quel est le problème? Je comprends pas. La maman qui s'acharne à dénoncer ces violences sexuelles et à vouloir protéger la fille de son papa. Mais la maman n'a aucun vice, elle n'est pas alcoolique, elle n'est pas... Elle n'arrive pas à tourner la page. Elle ne veut pas que son papa prenne une place et fasse un lien avec sa fille. Mais alors, elle est c'est dangereuse. Un truc de fou, mais je comprends pas. Et où en est ce dossier aujourd'hui? Alors, ce dossier, il vient de repasser encore une fois en cours d'appel. Et voilà, j'ai beaucoup épaulé cette maman et même son avocat. J'en profite aussi quand même pour dénoncer ces avocats qui doivent prendre conscience que ce genre de dossier, ils ont des victimes en face et pas des clients dans une affaire des avocats, et ils sont nombreux, qui prennent la mère en otage 4 jours avant une audience en disant « vous me payez cette somme astronomique, sinon je ne remets pas de conclusion et je ne me présente pas », c'est scandaleux. C'est scandaleux, inadmissible et voilà. Et moi, ma seule chose que j'ai pu faire avec cette maman, c'est lui dire « ok, tu sais quoi, j'ai lu, on va les écrire, tes conclusions. On va les faire. » Et on les a faites. Ça a pris beaucoup de temps, voilà. J'ai en parallèle d'autres avocats avec lesquels on travaille au sein du collectif, donc sur qui j'ai pu m'appuyer pour être sûr que j'allais dans le bon sens.
cet avocat face à ses conclusions s'est dit, OK, bon, j'ai peut-être quand même intérêt à bosser un peu. Et donc, ouais, là, pour le coup, et c'est ce que peu d'avocats font aussi, moi, j'ai vraiment tapé sur le droit international, parce qu'on a une convention C'est ça qu'il d'Istanbul, faut, on mais a oui. vraiment Le les droit textes, international, le droit européen, les même textes l'OMS a existent. fait des recommandations. Et nos États vraiment, ils s'asseyent dessus, quoi. Il n'y a pas de... Et aujourd'hui, quel est selon toi, vers où te dirige ta propre enquête? C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui, en Belgique et en France, on ne veut pas protéger nos enfants? Alors moi, l'enquête, elle se dirige, je te dis, j'essaye un peu de tirer cette ficelle du pourquoi tant d'enfants sont placés, pourquoi tant d'avocats réclament le placement de ces enfants. Je voudrais déjà aller voir, tiens, quel est peut-être l'avantage financier que ça peut créer au niveau des États, j'en sais rien. Et est-ce que c'est pas purement par facilité de se dire on place et comme ça on doit même pas gérer le parent, on doit même pas soigner, on doit Non, même parce pas qu'en plaçant, il y accompagner? a quand même des obligations de suivi de C'est ça. ce genre de choses. Donc c'est pas tant, non, je pense que... Mais donc ce que je comprends pas bien, c'est qu'en plus, on fait tout pour que l'enfant reste proche de son bourreau, Ouais. puisque dans quasi la majorité des cas, il y a toujours en fait, c'est très Les rare. Moi, seules je pensais fois que où on l'enfant va les était enlever, c'est parce que le papa avoue. Enfin, ou le c'est bourreau avoue, ça. je veux dire... Moi, je pensais que c'était, radical et imminent. C'est-à-dire, l'enfant porte plainte, il y a un principe, certes, présomption d'innocence, mais il y a surtout un principe de précaution et on éloigne l'enfant de son bourreau potentiel. Ça, pour moi, c'était Maintien ce qui du prévalait. lien, il passe au-dessus de tout. Alors que toi, tu m'expliques, et c'est ce que dit aussi ton enquête, c'est le maintien du lien avant tout. Donc, on veut maintenir le lien quand il s'agit du père bourreau avec sa fille, mais on éloigne la mère protectrice de son enfant jusqu'à ce qu'elle passe, comme tu le disais, même 4 ans Ouais, loin de son enfant. et Mais c'est un truc, dans ce on n'arrive pas dossier-là, à parce que comprendre. cette maman, elle a un autre enfant. Mais étonnamment, lui, il n'est inquiété de rien du tout. On se dit pas que la mère, on protège un des enfants, mais pas l'autre. Ouais. Il n'y a pas de Il y a aucun cohérence. lien. Ouais, Il n'y a pas de... Voilà. Et est-ce que les conversations que tu as pu avoir avec des avocats, avec cette juge, quelle est leur réponse? Du côté des avocats, en tout cas pour des avocats, et il en existe Ceux qui sont heureusement, sensibilisés, qui vraiment, font... voilà, il y a à Bruxelles, il y a ce projet LVA que je veux aussi mettre en avant, qui est des avocats qui sont spécifiquement formés aux violences intrafamiliales. Il existe une liste d'avocats. Alors c'est vrai qu'ils sont majoritairement situés à Bruxelles, mais ils se déplacent dans nos dossiers jusqu'à Liège pour certaines. Donc voilà, il y a le cabinet Defendere de Caroline Poiré qui ne fait que de la violence intrafamiliale. Cette avocate, je suis en contact avec elle beaucoup et On la salue parce qu'on l'a reçu beaucoup. elle va vraiment. Et moi, j'admire. Et allez, il y a des fois où elle est dans mes dossiers aussi personnellement, mais il y a des fois où on va se fumer une clope à la fin d'une audience avec ce même combat. Je pense qu'on est dans le même. Comment on va faire un jour pour vraiment protéger nos enfants et faire reconnaître ces violences. Et elle est fatiguée, Caroline, elle est fatiguée. Il y a tellement peu d'avocats qui ont ce combat-là vraiment en main. Mais elle lâche rien. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir défendre un maximum de mamans. Comment est-ce qu'on peut... Parce qu'un avocat peut malheureusement pas prendre les milliers de dossiers, hein, puisque... Mais comment est-ce que, typiquement, une Caroline Poiré ou d'autres personnes que tu as pu rencontrer, quand tu leur demandes pourquoi la justice ne nous protège pas, qu'est-ce qu'on pointe? C'est plus qu'un dysfonctionnement. Mais ouais, presque... et il y a un espèce aussi, c'est ce que Pascal Ponsin en Familial expliquait aussi, entre autres dans la série, c'est que il y a un espèce aussi, cette justice, c'est là toute une... allez, c'est très scénarisé comme truc. L'avocat doit le respect à la juge. Et par exemple, il est convenu qu'un avocat, même qui défend une enfant, arrive en disant, bon, éventuellement, des espaces rencontres. Alors qu'on sait que toutes les études ont démontré que rien de pire encore que de mettre ses enfants face à leur bourreau, quel que soit le cadre. Mais il y a une espèce d'obligation d'arriver avec une proposition bis, alors qu'elle n'est pas du tout adaptée. Et puis, effectivement, il y a des dysfonctionnements où voilà, le juge va se dire, moi, je sais pas. Pendant que je sais pas, je vous prie de faire comme si ça n'existait pas. On a un peu fait avec moi. Et donc, sinon, elle continue d'aller voir son père une fois par semaine. Voilà. Et puis, on va faire une petite enquête sociale pour voir un peu la dynamique familiale. Surtout axée sur la mère. Alors, de nouveau, ça va dépendre de la sensibilité des intervenants. Hein. Voilà, ça va être bien. Enfin, ça va être. Mais alors, par contre, on va jamais s'interroger de savoir quel est le résultat de cette enquête sociale. Et pire que tout, enfin, c'est ce qui est vraiment compliqué, c'est que cette simple demande va faire ce qu'on appelle un avant-dire droit. Donc, grosso modo, le jugement n'est pas définitif, il est avant dire droit et il n'est pas susceptible d'appel.
Donc, dans une situation, par exemple, comme la mienne, où il y a des astreintes qui courent chaque semaine, je suis obligée d'attendre qu'on ait une décision qui soit définitive. Et cette décision définitive, elle n'arrivera pas avant le pénal. Donc voilà, Donc, tu payes tous les jours, toutes les semaines. toutes Alors les maintenant, semaines durant lesquelles tu éloignes ton enfant ouais, de cet homme qui lui a fait des atrocités, tu payes. à lui. Mais c'est... Ouais, ouais, et c'est... Est-ce qu'il y a des gens, des acteurs professionnels du milieu de la justice qui ont été étonnés de ce que tu leur racontes? Non, alors certains sans doute, et je te dis, il y a des cabinets d'avocats qui n'ont aucune conscience que ça va se passer comme ça, qui arrivent là, la fleur au fusil, on se doit protéger l'enfant, qui se rendent pas compte, Ouais. qui n'ont jamais... Parce que nous, voilà. on dit toujours, bah, c'est vrai que par exemple, aujourd'hui dans l'actualité, on traite beaucoup des violences sexuelles, notamment le mouvement MeToo, etc. Et on sait que la preuve est essentielle. Et on pointe toujours et on dit, mais il faut un rapport du médecin, il faut une preuve. Et la preuve, évidemment, qu'elle est difficile à avoir, on va pas avoir le débat ici. Mais là, ce qui me surprend beaucoup, c'est que toi et beaucoup de femmes aviez les preuves. Vous avez un rapport Ben du oui, mais médecin. c'est ce que je dénonce. Ces dossiers sont jamais vides. On arrive avec, alors d'abord, la parole de l'enfant, et Oui, oui, c'est écoutons ça. ces enfants. Ensuite, on a des rapports médicaux, on a des témoins, on a plein de choses. Mais dans les dossiers de violences sexuelles, on ne fait pas un tas avec ces éléments. Ça ne devient pas un dossier. Mhm. On va tout isoler. On va tout... Oui, est-ce que cette preuve elle-même Alors, seule la parole de suffit? l'enfant, la maman a instrumentalisé. Cet enfant raconte n'importe quoi, donc poubelle. Les rapports médicaux, ce n'est plus des constatations compatibles avec des abus sexuels, ça peut être n'importe quoi. Je veux savoir dans quel autre secteur, dans quel autre dossier on met à ce point en doute des rapports médicaux. Il y a là aussi une vraie problématique. On isole, Mhm. tout est décrédibilisé en fait. Et donc le juge est là, bah non, il y a rien. Alors qu'en fait Mhm. non, ça fait un énorme tas, hein. Mais Ce que suggère à un certain moment Johanna Smith, qu'on cite depuis le début, on va finir par la taguer sur la vidéo. Et je voudrais avoir ton avis sur la question, c'est que dans ces théories, hein, selon lesquelles enfin, le déni sociétal est si grand, elle pointe aussi les politiques pour plusieurs raisons. D'abord, elle dit bah, parce qu'en fait, aucun gouvernement n'a un intérêt véritable à défendre les enfants, puisque ce sont des très longs dossiers ouais. qui, par essence, suivent l'évolution de l'enfant et donc se comptent en dizaines d'années. Et Donc pas en jamais un gouvernement en législature. présence Voilà. ne bénéficiera directement de ces fruits-là. Bon, déjà, c'est imbuvable, mais bon, voilà. Elle pointe ça, mais elle pointe aussi le profil des bourreaux. Elle dit, aujourd'hui, on peut quand même dire que les bourreaux sont plus nombreux dans les lieux de pouvoir, qu'ils soient pauvres ou riches, hein. Elle semblait dire qu'au niveau socio-économique, il y avait très peu de variations, mais que puisqu'ils sont aussi fort présents dans les lieux de pouvoir, peut-être que le secteur politique, le monde politique n'a pas tout à fait intérêt à déterrer. Et d'ailleurs, c'est vrai que les grandes dernières affaires sont déterrées dans les lieux de pouvoir. Ben, quand Toi, on voit qu'est-ce que en tu en France, penses hein, de ça? ben, moi, c'est ce que je le dis quand j'ai réfléchi à comment ça pouvait dysfonctionner. Je veux bien entendre ce mécanisme de déni qui est propre à tout le monde et qui existe, mais effectivement, qui est-ce qu'on cherche à protéger Mhm. Il doit y avoir là quelque chose aussi. Et quand on voit ces chiffres, on ne peut pas se dire que le milieu judiciaire, le milieu politique ou le milieu est épargné par ce genre de cas. On le voit en France et pour ça, moi, je souligne quand même le travail des médias français et j'aimerais que nos médias belges aient un Mhm. courage pareil parce que nous, on a beau alerter, c'est des sujets trop sensibles, on n'en parle pas. Mais quand je vois en France que on prend le temps de lister tous ces politiques qui sont sous le coup d'une enquête ou qui ont fait l'objet d'une enquête ou qui sont quand même directement liés à ces Mhm. dossiers, c'est aussi interpellant de se dire, mais ils sont quand même beaucoup, hein. Mhm. Et donc, oui, après, effectivement, ça rapportera pas de l'argent comme courir après le narcotrafic. Et donc, c'est pas une priorité, même si pour moi, c'est très mal réfléchi parce que je l'ai aussi beaucoup travaillé et ça fait partie d'un rapport d'alerte. C'est que ça coûte très cher à notre société, hein, cette inaction et ce déni. Pour bêtement, hein, donner un exemple, dans le collectif aujourd'hui pour les mamans, la plupart, elles travaillent plus. Elles sont soit au CPAS, soit en maladie longue durée, donc elles sont à charge de la société, Mhm. pour vraiment la plupart. À côté de ça, il y a tout un suivi psychologique qui doit se mettre en place. Que vont devenir ces enfants? Parce que c'est quand même vraiment une question qui
qui nous hantent au Ah oui, quotidien. évidemment. Que vont devenir cette petite fille? Ça fait Mhm. 4 ans qu'elle est placée. Comment? Quel adulte va-t-elle devenir? Quel Mhm. souvenir d'enfance elle va avoir? Et ça qu'est-ce va qu'elle durer. demandera à la société Et pour l'aider? comment, voilà, du fait que ces mamans, elles sont aussi maintenant au CPS ou autres, elles sont en aide juridique de première ligne. Donc c'est aussi l'État qui paye les avocats. Mhm. Et mis bout à bout, on est quand même sur, voilà, la Civis, elle a fait le travail on parle de 9,7 milliards en France, la Donc, que Grande-Bretagne, coûterait que coûte l'inaction dans l'absolu ou par année ou non, dans par l'absolu? an. Par an, 9,7 milliards de non-protection de l'enfance. Quand on Donc, de prend toutes les de conséquences. toutes les conséquences que Oh, ça mon a et Dieu. que ça Et impacte. ça, par exemple, une fois que tu as ces chiffres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour les entendre? Est-ce que tu rencontres les politiques? Alors, Je on sais que les tu as participé alerte. à un colloque là Ouais. récemment. On a participé donc à un colloque parlementaire et c'était très chouette d'avoir ce colloque qui parlait justement des violences faites aux mineurs depuis la loi de 2022, puisque nous, on a en Belgique, l'inceste est au code pénal. Alors, je veux bien qu'il faut courir après ça, mais j'aimerais autant dire que c'est à part du symbolisme, ça n'a aucun intérêt. De toute façon, on classe tous ensuite. Donc, la punition qui va avec un crime reconnu, si on ne reconnaît jamais le crime, ça sert Oui, et fondamentalement à pouvoir rien, nommer quoi. les choses qu'on n'ose pas dénoncer, Voilà, ça n'a pas exactement. grand Donc, sens. alors au niveau des politiques, voilà, je pense que le colloque, il a au moins l'intérêt déjà d'avoir permis de poser ces mots dans l'enceinte du Parlement. C'est quand même déjà très symbolique. Qu'est-ce que ça donnera? Mais j'en sais rien. Je sais qu'en tout cas, ça peut remuer certains. Il y a un autre colloque qui aura lieu au mois de septembre, auquel on a aussi déjà été invité au nom du collectif. Après, moi, j'interpelle aussi les politiques individuellement. Donc, je vais chez les députés, frapper à la porte. Et t'es bien reçu ou très Alors, souvent on se dit ah non mais c'est hyper touchy. c'est touchy. Je pense qu'aujourd'hui, sur toutes les portes auxquelles j'ai frappé, j'en ai 2 qui ont réagi. Et bon, par exemple, voilà, il y a le MR, il y a le PS, il y a les engagés, c'est des partis qui sont différents. Moi, je Donc rêve. là, plutôt droite, gauche pour, Après, moi, je pour rêve. les Oui, c'est ça. Français qui Pour nous les écoutent. Français qui nous regardent, on a vraiment les sociaux, droits, les libéraux libéraux. et, Voilà. ouais. Mais mettons-nous tous autour de la Oui, table. oui, c'est ça. Moi, je veux bien vous rencontrer tous individuellement. C'est débile, je vais vous répéter la même chose. Pour une fois, est-ce qu'un thème peut ne pas avoir une couleur politique? Ça n'a pas de couleur politique. Donc, on ira plus vite et plus fort si tous ensemble, on y va. Et on dit non, mais maintenant, ça s'arrête là. Et maintenant, on écoute nos enfants. Est-ce que l'un des pays qui se rapproche le plus de notre culture est loin déjà dans ce combat? Je sais qu'on cite beaucoup le Canada. L'Espagne. Ah, l'Espagne. Ouais. L'Espagne a mais déjà enclenché il y a quelques années tout ce qui concernait les violences conjugales. Donc, il y a déjà une dizaine d'années qu'ils ont mis en place un schéma très clair, en fait. Ce qui manque chez nous profondément en Belgique, par exemple. Chez nous, on devrait arriver à la police et en fait, l'inspecteur, il a le déroulé, il est prêt. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ce qui n'existe pas. Nous, ça va dépendre de la météo. En Espagne, surtout, c'est très excuse-moi, clair. mais pour entendre un policier te dire « Je suis pas sûr que votre ex-compagnon soit capable de faire ça », enfin, on est où? On Enfin, t'a vous pas demandé de imaginez, penser, on t'a demandé de prendre ma déposition. L'affaire Pellico, s'il Oh là avait été là. Ah oui, voilà, oui, enfin, je ne vois oui, nulle oui. part avec des trucs comme Mais c'est ça. intéressant parce que tu parles d'un modus operandi à la fois dans le chef des institutions et des professionnels qui jalonnent un peu toute la Ouais. procédure, que ce soit la police, les avocats, même les associations de terrain, etc. Mais un point que tu soulèves et qui me semble essentiel, c'est le modus operandi de soit le témoin direct, à savoir la victime directe, soit le témoin indirect. Si moi-même, en tant que tante de quelqu'un ou grande amie de la petite fille et voilà, est-ce que nous, en tant que citoyens, on ne doit pas savoir quoi faire s'il y a un doute? Alors, ne pas en faire une espèce de... Parce que ça aussi, on aura trouvé tout de suite quelqu'un pour nous dire « Oui, il ne faut pas non plus commencer à faire une paranoïa générale et collective. » Peut-être que oui, en fait, c'est pas si grave, tu vois. Donc là, est-ce qu'il y a des pistes sur comment... Moi, aujourd'hui, procéder? j'inviterais chaque personne qui peut être témoin d'un signal d'alerte. Ils sont nombreux, ça peut être une parole, mais un enfant de 3-4 ans qui a des gestes très sexualisés, ce n'est pas normal. Les enfants de cet âge-là n'ont pas de sexualisation, en tout cas sauf s'ils ont été confrontés. Et donc... Mais tu vois, par exemple, il y a beaucoup, et ça on nous le dit aussi beaucoup, typiquement les 3-6 ans, c'est vraiment la découverte de son corps. Donc, oui, mais comment est-ce il y a une nuance entre... moi, je me souviens que mon petit garçon, il avait toujours un peu le doigt sur
sur la C'est nouille, ça, comme bah je oui, disais, bien sûr. parce que c'était, voilà, Ben moi, ça. ma fille, elle me montre, ah, et Mais, ça c'est quoi, et ça c'est quoi. Et puis chaque fois, je suis un ok. peu interpellée en me disant, qui a déjà, quoi, quelqu'un a déjà regardé dedans? Mais Enfin, quand elle va commencer à faire un mouvement comme ça, ou, vous c'est ça. Donc voyez, sexualiser, c'est plus ou quand, oui, s'enfoncer, ou, enfin, ça devient plus normal, non, là. c'est Là, on ça. n'est plus dans quelque chose Oui. qui est une découverte du corps et Mais de... toi, avec du recul, par exemple, ta fille, à toi, elle avait eu ce genre de mouvement? Alors, Est-ce qu'il y avait eu des signaux d'alerte? je n'en ai pas un souvenir. Non, Je ne me dis pas à un moment, tiens, la seule chose à la limite avec laquelle, mais bon, de nouveau, ça c'était les peut tout à fait être rougeurs. normal. Enfin, elle adore se promener toute nue. Mhm. Il y a une espèce de nudité, Ouais. enfin, je veux dire, où elle se déshabille, mais comme je lui ai dit, à poil Chantal, il n'y a plus Ouais. rien, mais même en plein hiver, quoi. Hein. Je sais pas, elle a un besoin, ses vêtements Ouais, font oui. toujours de trop, comme ça, pourquoi je ne sais pas. Mais ça, pour moi, je peux pas l'amener Oui, c'est presque directement lié mignon, à quoi. ça. Voilà, elle est bien dans son Voilà, corps. mais par contre, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très important pour moi, de lui expliquer que je veux bien qu'elle soit toute nue quand on Mhm. est toutes les deux, mais que dès qu'il y a une personne Ouais. tierce, même qu'on connaît très très bien, son intimité doit être Mhm. préservée et ça passe Mhm. par à minima porter une petite culotte. Ouais. Et ça, c'est important aujourd'hui, Mhm. vraiment pour moi, de lui rappeler que son corps, c'est le sien et que il lui appartient, Mhm. et puis qu'en plus, elle n'est pas obligée de l'offrir à la vue. Ouais. Et donc, quels seraient tes conseils en plus de celui-là? Tu vois, comment tu Bah, comme je disais, pour conseillerais aux moi, mères d'accompagner leurs enfants? s'il y a une lumière qui s'allume à un moment, ça peut être papy, mamie, tata à l'école, je vous en supplie, à l'école, pour moi, c'est aussi les premiers témoins parfois hein, de choses qui sont anormales, de paroles qui sont anormales. C'est mieux vaut un signalement de trop qu'un signalement de pas assez. Mhm. Et même si je peux le dire et l'affirmer aujourd'hui, de toute façon, ces signalements sont hyper mal reçus. Un jour, peut-être, quand ce sera le 15e, ben, il existera Mhm. un passif. Que si personne n'y est allé et qu'on arrive avec le dossier vierge, ben, ça va remettre encore Mhm. 10 ans avant de pouvoir. Mhm. Donc, moi, Mais ouais. qu'est-ce qu'on fait avec ce signalement? Parce que tu vois, là, depuis toute cette conversation, je crois que j'ai 10 exemples en tête de petits moments avec ma fille où j'ai eu alors, parce que j'avais regardé un reportage la veille sur ce fameux internat sympathique, Ouais. parce que l'affaire Liana, parce que je prépare cette interview, parce que documentaire qui sort sur France Télévisions avant-hier sur l'inceste. Et donc, j'ai tous ces signaux d'alerte, mais qu'est-ce que j'en fais? Alors moi, je dirais à un moment donné, ouais, il faut déjà les noter les uns après Mhm. les autres. Et à un moment, quand ils deviennent, c'est peut-être se dire, OK, j'ai une personne qui potentiellement pourrait faire du mal à ma fille. Mhm. Euh, on sait qu'en milieu, par exemple, scolaire, enfin moi, c'est encore un truc qui m'inquiète. Ouais. Bête exemple, ma fille hier, quand je vais la chercher à l'école, elle était dans l'espèce de cave de l'école. Ouais, ils ont une salle de danse, hein, c'est Oui. pas non plus. Et quand j'arrive, bon déjà je la trouve pas, c'est un peu panique, mais et puis elle revient, elle me dit qu'elle était à la cave avec. Et Tout de suite, tu y ouais, penses. Mhm. et vous faisiez Ouais. quoi? Et je Ouais. lui pose 10 questions en me disant, j'espère en Mhm. plus que, parce que ça je l'ai aussi appris dans mon enquête, que des victimes de violences sexuelles vont potentiellement être victimes après plusieurs fois dans leur vie parce qu'il y a cette espèce de, Mhm. voilà, de barrière avec le Ouais. corps qui a été bousillée. Et Mhm. on l'a vu entre autres avec Flavie Flamand, hein, qui l'explique Mhm. très bien que elle aurait jamais dû être violée une fois parce que finalement ce premier viol Ouais. a fait comme Mhm. si son corps était accessible à tous, quoi. Mhm. Et donc, Tu parles de protection d'enfants, mais toi, alors comment aujourd'hui, c'est quoi ton plan pour protéger ta fille? Et surtout au moment où c'est arrivé, comment est-ce qu'on protège l'enfant de la bah, suite? là, c'est une question qui est vraiment compliquée parce que, à nouveau, hein, nos conventions internationales imposent aux États membres de soutenir Ouais. psychologiquement les victimes, et dans les faits, ça n'existe pas. J'ai eu énormément de mal à trouver une psychologue qui acceptait de suivre ma fille parce que on rentre pas dans ces dossiers où on sait que le judiciaire va finir par intervenir et c'est trop malaisant, donc c'est très compliqué. Après, ce que je pense qui est vraiment primordial, c'est l'écoute. Laisser l'enfant parler. Alors, je dis ça, j'aime autant vous dire que combien de fois j'ai pas été chialée derrière parce que c'est inaudible, hein. Les propos que j'ai pu avoir, moi, enfin, et elle vous balance ça. Un jour, on est à table, j'avais fait une soupe au céleri. Elle met la soupe, elle me dit, ça sent comme le zizi de papa. Et on est à table. Je n'avais aucune préparation Mhm. psychologique. J'étais pas assise en disant, viens Mhm. ma chérie, on va parler si tu Ouais. veux, libère-toi. Non, elle sort ça là au milieu comme une bombe. Moi, à ce moment-là, Mhm. ben, j'ai pris ma soupe, j'ai été la donner à mes poules. J'ai hurlé dans mon jardin, puis je me suis assise
comme si... Et est-ce que tu te sens quand même capable ou en droit de dire à ta fille, tu vois, ça par exemple, c'est pas normal que tu connaisses aussi Je bien le fais l'odeur aujourd'hui. Tu vois, maintenant tu le Ouais. fais parce qu'au début, évidemment, on n'ose pas. Mais alors, on n'ose pas, surtout qu'en plus, on reçoit beaucoup de directives. N'en parlez pas avec vos enfants, il faut pas polluer son langage. Et il y a une espèce de silenciation qui se met en place aussi, finalement. Par la machine judiciaire. Ouais, ou si l'enfant parle, vous changez de sujet. Voilà, il faut pas perturber son discours. Mais au final, c'est tout à fait contre-productif parce que l'enfant, il a l'impression qu'on l'écoute pas et qu'il n'est pas entendu. Et aujourd'hui, j'explique à ma fille que ça n'aurait jamais dû arriver. Je dis aussi à ma fille que je suis désolée de ne pas l'avoir compris, de ne pas l'avoir vu, de ne pas l'avoir protégée plus tôt. Et que j'ai dû attendre qu'elle ait le courage de parler pour... Je lui dis aussi que c'est une petite fille super courageuse. Et que c'est aussi grâce à elle aujourd'hui, si j'en suis là dans la série que j'ai mis en place, mais surtout avec le collectif avec lequel, que j'ai développé, avec lequel on travaille, et ce collectif qui a aussi cette force. Par exemple, on essaye de se réunir régulièrement avec les enfants. On ne parle pas de ça. Tous les enfants savent par contre qu'ils ont vécu quelque chose de similaire. Et dans le tas, il y a une petite fille qui, elle, n'a jamais su exprimer en mots. Donc, elle l'exprime avec des dessins, avec des comportements. Une petite fille qui a mis, par exemple, 4 ans pour parler. Elle ne parlait pas. Bref. Et aujourd'hui, d'être en contact, en tout cas, avec ces autres enfants qui ont pu exprimer, qui en parlent avec confiance, et ben cette petite fille commence à à pouvoir. Alors, c'est pas, on est sur du truc léger, mais on sent que. Voilà, et moi, je me souviens que la dernière fois qu'on s'était vus, je lui expliquais à cette petite fille qu'aujourd'hui, toutes ces mamans, elles se réunissaient grâce à leur courage à elles et qu'on se battait pour que tous les enfants soient protégés. Et le sourire que cette petite fille a eu, rien que pour ça, je sais que j'aurai une énergie à vie pour le faire et que, voilà, même si c'est une activité bénévole et que... Non, écoute, moi, je profite de ce moment pour te dire que ta force est vraiment, mais je vais même pas dire inspirante, admirable, c'est beaucoup trop faible comme mot. Franchement, bravo pour tout ce combat que tu portes. Et c'est vrai qu'on sent que je crois que ton bagage journalistique aussi te donne une impulsion et peut-être donne un sens, même si c'est difficile, on sait pas trouver de sens à ce genre d'horreur, mais tu emmènes tout le monde avec toi. Je t'ai vu dans ce colloque, tu m'as envoyé la vidéo, mais c'est une guerrière, quoi. C'est une lionne qui est là et qui ne perd pas du tout sa légitimité, sa crédibilité, parce que je sais pas comment tu fais pour maîtriser tes émotions, pour arriver comme si tu défendais les autres avant même de te défendre toi. Écoute, j'ai des frissons de dingue parce que je crois que j'en serais tout simplement incapable et vraiment bravo pour ça, parce qu'on a besoin de voix comme les tiennes pour protéger nos enfants, quoi. Et c'est fou de se dire que c'est les mères protectrices, elles-mêmes deuxième victime, puisque la première évidemment c'est l'enfant, qui doivent gravir tellement d'obstacles qu'on leur met devant elles. C'est-à-dire qu'en plus de celui qu'elles n'ont pas choisi, il y a des obstacles qui viennent devant vous, qu'on choisit, quoi. C'est à nous d'aller devant le juge d'instruction en lui disant il faut faire ça comme devoir d'enquête, il faut faire ça comme devoir d'enquête. N'oubliez pas, il y a ce témoin-là qu'il faudrait entendre. C'est à nous à mener l'enquête finalement de là où on est. Continue, même si c'est injuste que tu vois, que vous soyez toutes là à devoir compter sur votre collectif, c'est injuste. Et en même temps, au nom de tous les parents et de tous les proches d'enfants, please, continuez, quoi. Ce que je veux dire aussi, et ce soir, je vais avec l'association Patouche, et moi, j'ai trouvé pendant ce colloque, ça avait été relevé par Droit Enfance International, à quel moment, dans une société comme la nôtre, c'est une association, une ASBL, qui doit faire une levée de fonds pour qu'on ait enfin des chiffres sur l'inceste. En Belgique, on n'en a pas. Et tout le monde, c'est pas... Alors, forcément, on arrive chez le politique en disant, on a un problème avec l'inceste. Ah bon, c'est quoi les chiffres? Je sais pas, on n'en a pas. Ah, c'est que c'est marginal, alors. Voilà. Mais maintenant, on va en avoir. Après, c'est dommage que ce soit Delphine de l'association Patouche, avec ses petits moyens. Elle aussi, sa propre expérience, finalement. Et comme le révèlent aussi les Merveilleuses, combien de temps encore notre société va attendre qu'une victime d'un dysfonctionnement crée une ASBL pour répondre aux besoins que ça déclenche parce qu'il n'y a pas les réponses de l'État. La société est incapable de prendre ces situations en charge. Et tant mieux pour ces ASBL et qu'elles puissent être une vraie réponse. Et moi, je dis aujourd'hui, ce collectif a une puissance inouïe. D'abord parce que quand ces mamans, elles arrivent quotidiennement. Elles sont, déjà, j'ai l'impression d'être folle. C'est toujours j'ai l'impression d'être folle parce que c'est ce qu'on leur fait croire finalement, qu'elles
elles sont hystériques et qu'elles se sentent seules aussi. Ce sentiment de folle et d'être seule. Et rien qu'avec ça, c'est ces échanges qu'on a tous quotidiennement, le combat qu'on mène, ça leur redonne déjà une force et un courage. Et je veux le souligner, quand j'interviens comme ça au Parlement, c'est un travail collectif aussi, tu le dis parce que beaucoup. j'écris et je transmets chaque fois. Et chaque maman vient rajouter ses conclusions, ses notes à elle, ses propres vécus. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. On peut le tourner comme ça. Il y a voilà. Et c'est vraiment un travail collectif. Et puis je le répète et je le répète. Hein, j'arrive pas à la fleur au Non, mais c'est fusil. ça, c'est que voilà, c'est pas uniquement un collectif de plaignantes, c'est vraiment un Non. collectif de grandes guerrières et de grandes combattantes qui vont aller chercher. Il y a un point que j'ai pas abordé. En fait, je suis hyper curieuse de savoir comment ton entourage et un peu globalement celui des femmes protectrices réagit. Tu vois, quand toi, tu apprends ça de ta fille, tu Ouais. dis, voilà, j'ai eu de la chance d'avoir eu un entourage, mais qu'est-ce que tu vas leur déposer? Qu'est-ce qu'on te conseille de faire? Est-ce qu'on tente de minimiser? Alors, je crois que ça va dépendre de chacun. Il y a des mamans pour qui l'entourage s'est détourné complètement, où du coup la solitude a vraiment été assez forte. Moi, dans mon entourage, j'ai eu un peu de tout, j'ai envie de dire. D'abord, j'ai 2 frères et j'en profite d'ailleurs pour les saluer publiquement, parce qu'en plus, c'est pas facile. Mes 2 frères vivent pas en Belgique, chacun au bout du monde. Mon grand frère il était en Polynésie quand tout ça a commencé, donc décalage horaire en plus. Et mon petit frère, il travaille à l'étranger, donc ils sont pas physiquement là. Mais par contre, j'ai au moins un de mes frères tous les jours au téléphone et il m'appelle, le soutien il est là. Et il a On été là cherche à la des première pistes. minute. Et il a été là à la première minute sans aucune voilà. J'ai des amis qui effectivement ont pris de la distance. Je crois que c'est des dossiers qui sont trop. J'ai un ami que je salue aussi parce que lui, il m'a très clairement dit, d'abord, je comprends rien. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Parce que je lui dis, ouais, le tribunal, mais quoi, tu m'avais pas dit que ta fille était protégée? Oui, mais ça, c'est le protectionnel. En correctionnel, je suis condamnée à de la prison. Et il me dit, je comprends rien. Et forcément, il y a plein de tribunaux qui interviennent. C'est des trucs qui sont, voilà, c'est. Et donc, avec lui, par exemple, je sais que quand on se voit, on parle pas de ça. Mais par contre, il va toujours veiller à ce qu'on se voit pour finalement me changer les idées aussi. Donc, c'est une sa forme présence, d'accompagnement c'est aussi. ça. Son accompagnement à lui, il est loin du truc, parce que de toute façon, on comprend rien. Et puis, mais par contre, il est quand même là, il est présent. Et je pense que chacun réagit avec les clés qu'il a, et puis au fond aussi, parfois ses propres traumas. Dans l'entourage que j'ai, pourtant là, ça fait quand même plusieurs mois que je suis dessus. J'ai 2 proches, enfin que j'ai quasiment pas entendu pendant ces mois-là, qui sont revenus vers moi en me disant, en fait, ce qui se passe là, tu me touches profondément parce que je l'ai vécu. Et qui viennent de m'avouer que eux aussi ont été abusés dans leur enfance, alors que jusqu'ici, des gens que je connais parfois depuis 30 ans, ils n'en avaient jamais parlé. Et donc, tant mieux aussi, si ça permet de libérer la parole, même au niveau de l'entourage. Et c'est pour ça que moi, je dis à ces parents, à ces mamans, elles sont nombreuses, parlez. Parlez, c'est pas vous qui avez fait quelque chose de mal. Et ça, je le dis aussi à ma fille, moi. T'as pas fait de bêtises. Si quelqu'un t'a mis cette idée dans la tête, c'était pas vrai. Tu n'as pas fait de bêtises, au contraire, quoi. Les mamans, c'est pareil. Parlez. Vous n'avez rien fait de mal. C'est vous protégez vos enfants. On a parlé un peu de la protection de ton enfant, comment toi tu comptais aujourd'hui protéger ta fille. Est-ce que toi-même, tu as un trauma? Je sais pas, par exemple, dans ta relation à la fois aux gens, sexe masculin et féminin, et aux hommes? Aux hommes, aujourd'hui, faut déjà bien se rendre compte que quand je me sépare en 2023 et que je prends conscience de la violence dans laquelle j'étais, en fait, je me souviens déjà à l'époque de me dire: «OK, visiblement, je suis pas bonne en casting, de mec, donc je vais faire une pause, ça va aller». Aujourd'hui, on va pas se mentir, je n'ai en fait plus aucune je ne saurais pas avoir une relation, avec quelqu'un. Je ne saurais pas même une sexualité, ça me j'ai un vrai, dégoût. Un blocage, un Mais dégoût, c'est un dégoût vraiment, en fait. Que tu aimerais lever ou tu dis: «Non, mais c'est aussi ma façon de». Là, pour le moment, je travaille sur autre chose. Oui, bien sûr. Alors, j'ai aussi une psychologue quand même qui me suit dans Parce qu'on tout ça. a reçu Mathias, qui non, mais je sais pas si tu as vu passer cette, mais c'est vrai que donc lui est masseur tantrique et la plupart de ses, patientes, clientes,
viennent se réparer, en fait. Ah ouais. Et voilà, ils travaillent beaucoup là-dessus. Puis on a reçu une autre personne, mais l'épisode n'est pas encore sorti, qui nous parlait de ça aussi, quoi, de l'importance, à un moment, de se reconnecter à son corps. Mais c'est beaucoup trop tôt. Mais c'est Ah pour ça que je te non, posais là, la faut question. imaginer, à un moment donné, j'ai dû aller voir un kiné parce que j'en ai tellement plein le dos, Ah ouais, c'est ça. que mon dos j'avais des fourmis dans le bras. Donc, je pense que c'était vraiment fort, fort Ouais, coincé. Et en fait, je n'ai jamais pu être détendue. C'est ça. Les mains de cet homme sur moi étaient vraiment un problème. Je sais que c'en est un. Je le conscientise, mais pour le Un moment, jour, voilà. Ouais, voilà, c'est c'est ça. absolument pas mon Ouais. urgence. Moi, aujourd'hui, ce que je veux et ce que je travaille avec ma psy, c'est de garder la tête, le cap et de pas, voilà, de pas s'écrouler et de pas. Et ta confiance en les gens? Tu vois, est-ce que ta fille parfois a des babysites? Est-ce que tu arrives encore à la confier à des proches? Alors, à des proches, oui, mais vraiment proches. Après, ça reste quand même compliqué, mais là, parce que ma fille est dans le trauma aussi et que ma fille a un besoin sécurisant D'être avec toi. permanent. Il faut imaginer que les premiers mois, je devais dormir avec elle parce que je mettais 3 heures à l'endormir. Mais donc et les premiers mois après la après la révélation. révélation. Et Alors il y a- que ça faisait 2 ans Ouais, probablement mais en fait, il y a qu'elle, énormément de choses. Par exemple, elle va se remettre à faire pipi au lit. Elle va se remettre. Il y a énormément de choses qui vont se débloquer. Je sais plus quelle maman j'interrogeais qui expliquait que c'est un peu comme un barrage qui va s'ouvrir. Et de là, va sortir La parole. tout le vomi Ouais. avec la parole, mais aussi avec l'expression corporelle et les traumas tout à fait visibles du truc. Et donc, par exemple, aujourd'hui, quand je fais ça dans la maison, elle me demande tu vas où? C'est hyper oppressant, c'est parfois très difficile aussi pour les parents d'avoir ce fous-moi la paix, quoi. Et il faut toujours nuancer le propos en disant non, ok, il le fait pas par. Oui. Mais parce qu'elle a besoin de sécurité Et permanente. elle est accompagnée aujourd'hui psychologiquement. Elle est accompagnée psychologiquement et ça lui fait beaucoup de bien. Ouais. Ça a beaucoup fait améliorer ses nuits qui sont déjà pour chacune très importantes. Oh, quand même, parce que- ouais. Mais non, elle est accompagnée. Et puis, mais c'est vrai que c'est difficile de la laisser avec des gens qu'elle connaît peu. Ou, Son père enfin, est en prison aujourd'hui? Non, pas du tout. Bah, pourquoi faire? Non, son papa, il est présumé innocent. Et voilà, il a juste plus le droit d'avoir de contact avec sa fille pour le moment. Et ça, c'est temporaire, on verra. Et puis, Parce qu'on parle quand même d'un violeur pour alors, lequel on a des preuves. pour la Un rapport justice, médical. pour la justice, il y en a pas. Enfin, en tout cas, on n'est pas là. Il y a une enquête qui est en cours, qui suit son cours. Là, je peux pas trop aller dans le commentaire, bien parce que sûr, c'est ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Et donc, Mais en tout cas, pour l'instant, et depuis en fait le début, oui. toi, tu as réussi à force aussi d'astreinte, à éloigner ta fille. À force d'astreinte, après, je comprends. Il y a des mamans qui remettent les enfants, du coup, qui respectent les jugements. Ouais. Et c'est aussi douloureux pour elles. Moi, à un moment donné, j'ai fait le choix de porter le poids et le risque sur mes épaules plutôt que de les déplacer sur ceux de ma fille. Moi, j'ai jamais remis ma fille à ce moment-là. Après, comment ça va se passer j'en sais rien. C'est clair que tout ce que ma fille m'a raconté, tout ce que ma fille montre encore aujourd'hui, ma fille est arrivée dans une phase où elle exprime ce qui lui est arrivé par la démonstration. Je vous laisse imaginer. C'est-à-dire qu'elle montre. Elle fait ce que son papa lui faisait. Et c'est assez violent aussi. Et donc, je n'ai aucun doute de ce qui lui est arrivé, mais c'est moi en tant que maman, et c'est pas moi qui décide de ce qui va se passer. Donc, il faudra attendre que. Qu'est-ce que tu espères ce sera peut-être la fin de l'échange, mais qu'est-ce que tu espères à court terme, ton plus grand espoir à court terme, ton plus grand espoir à long terme? Alors, à long terme, parce que je sais que ça prendra du temps, mais c'est vraiment de changer les pratiques. C'est qu'il y ait un cadre. On arrive à la police, ce soit, OK, une fois que c'est des révélations d'enfants, voilà les 4 investigations qu'on lance. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas systématiquement des perquisitions qui soient réalisées dès que des enfants... Enfin, voilà, on attend des mois, des années, quand tu en as... C'est bien que... Enfin, voilà, il faut y aller tout de suite. C'est ce genre de situation qu'il faudrait... le cadre, il doit exister aussi au niveau du juge de la famille qui reçoit ce genre de choses. Quand il y a des éléments, comme il y en a dans les dossiers, à un moment donné, il faut arrêter de jouer avec la présomption d'innocence et la protection de l'enfance doit primer, très clairement. Et puis, oui, je pense qu'il faudra prendre le temps de reformer tous les intervenants dans ces dossiers-là et de les former peut-être autrement que ce qui a été fait aujourd'hui. J'ignore à quoi ressemblait leur formation, mais voilà, moi je pense que peut-être aussi les confronter à la réalité du terrain, à ce que vivent. Moi, je voudrais qu'un juge d'instruction qui puisse dire que la mère instrumentalise
vienne parler avec moi. Et qu'elle ait conscience des dégâts. On en rigolait parce qu'on en rigole aujourd'hui avec une autre maman qui disait bah oui, on est totalement hystérique, on sait plus se payer de chaussettes, on sait plus payer nos loyers, on sait plus partir en vacances, mais on avait juste envie de faire chier. Mais il n'y a pas de logique à ce truc en fait. Et c'est tellement. Moi, je trouve ça même grave d'arriver avec une accusation dans un système judiciaire sans avoir aucun élément objectivable. Je trouve que c'est une faute professionnelle et que ces juges devraient, comme un médecin l'est, devraient être responsabilisés de ce qu'ils amènent et de ce qu'ils décident en amenant ce genre de situation. Alors après, voilà, à court terme, essayer déjà d'interpeller sur les pratiques. Et là, on avait hier un rendez-vous avec le délégué général aux droits de l'enfant qui était quand même franchement constructif. On a déjà planifié un nouveau rendez-vous dans quelques semaines, donc pas ad vitam, pour essayer de préparer des espèces de recommandations qui pourraient être envoyées au parquet et aux intervenants SAJ, SPJ. Ce qui serait pour moi déjà une belle base. On pourrait déjà, même pour les mamans, quel appui d'avoir en main. Attendez, mais le délégué, il vous recommande ceci. Donc, le conflit Je suis pas parental, toute seule dans ce si que vous je voulez bien, réclame. vous allez me trouver un autre Mhm. scénario, parce que moi, j'en entendrai plus parler du conflit parental. Et tu te sens, sorry, c'est vraiment ma dernière question, mais tu vois, tu te sens porté parfois par ces horribles actualités, te dire, mais tiens, là, l'affaire Liana, si je transmets ce dossier-là à ce moment-là, on peut difficilement me Mais dire que j'invente, tu vois. l'affaire Liana, elle a clairement ouvert une porte parce que le drame. Je déplore qu'il faille un drame Exactement. pour qu'à un moment, on se pose la question. Les drames, en plus, ils existent depuis des années. On en a chez nous en Belgique, il y en a en France quotidiennement. Liana, j'ai oublié le nom de cette petite fille qui s'était fait enlever à un mariage. Et la même chose. Ce gars, on se rend compte qu'il avait déjà tué avant. Et à un moment donné, de se dire, mais combien de drames il va falloir pour qu'on se rende compte que notre système dysfonctionne, c'est-à-dire que les hommes qu'on a face à nous sont pas tous de gentils agneaux. Heureusement, il en reste probablement encore. Et je vous avoue que c'est un truc qui m'a profondément touchée dans ce collectif, c'est que chacun est venu, on a fait une campagne pour devenir une ASBL, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Et parmi les gens qui ont décidé de nous soutenir, on a un informaticien qui a décidé de nous faire nos sites internet, etc. Et d'avoir voilà, cette aide gratuite, une aide masculine. Allez, je me dis quand même, c'est tout. Moi, je lui ai dit, ça m'émeut, je lui ai dit en larmes, parce qu'en fait, j'ai tellement plus confiance en l'homme que. Mais voilà, il y a encore des bons, il y en a heureusement. Mais c'est vrai que là, comme beaucoup l'ont déjà dit, où sont ces hommes, ces bons, quand nous, femmes, on descend dans la rue pour protéger nos enfants et notre avenir? Je crois qu'aujourd'hui, des affaires Liana, c'est des secousses, mais qu'il faut garder la secousse, elle sera malheureusement pas suffisante. Et moi, je vois en France, il y a quand même une réaction, on propose des lois cadres, il y a quand même déjà tout un mouvement. Chez nous, on en est encore à se demander si on va poser la question ou si on va faire un article de presse ou voilà. On attend que la France légifère et puis. Mais ce sera trop tard pour combien d'enfants? Et enfin, moi, je le constate au quotidien. Tous les jours, j'ai une nouvelle maman qui arrive dans le collectif avec son histoire, ses traumas, les traumas d'un enfant. Combien en faut-il encore? Franchement, c'est parfois dépitant. Et puis en même temps, je sais que plus de voix d'enfants j'aurai quand je vais la porter quelque part, plus elle aura du sens et voilà, c'est ce que je pense que le délégué a bien compris aussi. C'est que quand on n'est pas. Je peux arriver en disant il y a un dysfonctionnement. Je lui ai dit, Liège, Namur, Charleroi, il n'y a pas une juridiction qui est épargnée par 13 points. 13 points, j'ai relevé dans l'ensemble des dossiers que j'ai analysés. Donc, c'est-à-dire, pas un que les 13 points se retrouvent dans tous les dossiers. C'est vraiment des mécanismes institutionnels. Oui, le dysfonctionnement n'est pas la marge. Mais et finalement, j'ai presque même plus envie de parler de dysfonctionnement. Je veux dénoncer un fonctionnement. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas et il n'y a pas de remise en question. Voilà. Et ils sont convaincus, vraiment, ils sont convaincus. La mère est hystérique et j'ai des enregistrements d'un SAJ qui dit à la mère, vous arrêtez de porter plainte, vous vous mettez autour de la table avec monsieur, sinon on va placer votre fille. Mais à quel moment? Ces gens sont censés aider nos enfants et c'est la mère qui devient le problème. Moi, ce que je voudrais, c'est pourquoi cet enfant nous raconte des choses comme celle-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Qu'est-ce qu'il a vécu? Et pourquoi ces enfants racontent des choses comme celle-là?
Mon Dieu, s'ils ont besoin des références et des pédopsies qui ont déjà étudié la question, enfin, c'est pas comme s'il fallait créer et comprendre, hein. Il y en Oui, on a existe, beaucoup de il choses. y en a Oui, plein. Enfin, et vraiment, dans tout ce que tu révèles, il y a tellement de chiffres hyper précis sur plein de choses. mais Il y a tellement de recherches. Il y a des chercheurs qui passent leur carrière Jean-Yves entière à Ayer, étudier. Hélène Romano, ce sont des Oui. pédopsies de renom. Ils ont analysé, ils expliquent. Un enfant ne parle pas d'expérience sexuelle s'il n'y a pas été Mhm. confronté. Arrêtez de penser que ces enfants ont raconté un mensonge ou dénoncent quelqu'un par plaisir. Mhm. Voilà, tout existe. Il suffit de se pencher, de lire Mhm. et de s'en inspirer. Mais malheureusement, aujourd'hui, ouais, moi, on me l'a dit à moi-même, hein, au SPJ, j'en ai rien à faire de votre 10 000 lectures, vous pouvez lire 10 000 bouquins, ça ne me... Moi, je l'encourage fortement, cette À dame, lire. à ne fût-ce qu'en ouvrir un, ça Ouais. lui fera déjà du bien. Voilà, elle se reconnaîtra peut-être et j'en Et elle lira profite. peut-être un petit peu Et plus. si ça, si elle peut, Mhm. voilà. Merci Mais Gaëlle. avec plaisir vraiment d'avoir donné un espace de parole à cette Oh, bah écoute, c'est problématique vraiment et le moins qu'on puisse faire. Merci pour ta présence aujourd'hui, évidemment, mais surtout, merci pour ce combat. Merci de le faire. Ça doit être éreintant, tu dois être épuisé physiquement, financièrement, parfois moralement aussi, et pourtant tu continues. Et j'espère que la protection de nos enfants deviendront un jour une priorité. vraiment, hein, j'encourage tout le monde, ou peut-être tous les parents qui sont concernés, parce qu'on se rend compte Mhm. aussi que beaucoup savent pas vers qui se tourner. On essaye vraiment d'être une porte d'entrée Ouais. qui va à la fois être un soutien social, mais aussi un soutien juridique, Mhm. qui va aussi être un plaidoyer et des mouvements d'action pour faire bouger les Mhm. choses. Mais c'est vraiment, et chaque maman qui y Mhm. entre nous dit, j'ai trouvé une force et ça m'a remis debout quand parfois, Mhm. voilà, on a un site internet maintenant qui est cppb.be, Mhm. sur lequel on a mis un formulaire de contact. Et donc, il faut surtout pas hésiter. Ouais. Et pas hésiter à Voilà. aller voir ta série docu qui continue Ouais, de semaine en semaine. silencedocumentaire.com, voilà. Et c'est vrai que là, bah, je vais faire une petite invitation personnelle à tous ceux et celles qui nous écoutent, parce que quand je disais un peu à mon entourage que j'avais cet épisode, c'est vrai que très vite, on a tendance à se dire, oh non, mais ça, moi, je peux pas. Je peux pas écouter ça, je peux pas m'y intéresser. En fait, ça arrive, c'est là. Ça concerne, on va le rappeler, 3 enfants par classe. Ouais. Donc, je crois que c'est important quand même de savoir, ne serait-ce que de déceler ces signaux, d'entendre les personnes qui l'ont vécu et d'entendre que des mécanismes de protection existent et qu'on peut les interpeller. Voilà, se saisir de l'information finalement. On a tout. Les Ouais. textes sont là, tout est là. Il manque juste la pratique. Merci Gaëlle. Merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes audio et vidéo et puis à activer la notification sur YouTube. Si vous n'avez rien suivi de ce que je viens de dire, tout est écrit dans la description de la vidéo. À très vite.